Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la mise en œuvre et l'exploitation d'un titrage colorimétrique d'oxydoréduction. Un titrage est une méthode destructive permettant de déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique donnée dans un échantillon de matière. Je vous parlerai également de la notion d'incertitude en donnant des exemples concrets d'incertitudes de type A et de type B en lien avec les titrages. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un titrage est une méthode de dosage consistant à déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique. Il s'agit d'une méthode destructive. À ce titre, ce sont des méthodes d'analyse chimique. La solution attitrée notée A est placée dans un bécher. Le titrage permettra de déterminer la concentration de cette solution de volume connu. On pourra verser, si nécessaire, dans cette solution quelques gouttes d'un indicateur coloré. La solution titrante, notée quant à elle B, dont la concentration est connue, est placée dans une burette graduée de 25 ml. Le volume de cette solution, que l'on devra verser pour atteindre l'équivalence, sera mesuré expérimentalement. Le dispositif expérimental pour un titrage colorimétrique est composé d'une burette graduée, d'un bécher, d'un barreau aimanté et d'un agitateur magnétique. L'équation générique d'une réaction de titrage est donnée à l'écran. À l'équivalence, le réactif titré, noté grand A, et le réactif titrant, noté grand B, ont été introduits dans le bécher dans les proportions stoichiométriques de la réaction support du titrage. Cela se traduit par la relation liant les quantités de matière des espèces grand A et grand B, ainsi que leurs coefficients stoichiométriques tels qu'indiqués à l'écran. Il est à noter que la réaction support d'un titrage doit être unique, rapide et totale. Dans le cas d'un titrage colorimétrique, l'équivalence est repérée par un changement de teinte du milieu réactionnel appelé virage. Quand l'espèce titrante est incolore ou très peu colorée, un indicateur coloré peut être ajouté à la solution titrée. Cette espèce, introduite en petite quantité, change alors brutalement de teinte au moment de l'équivalence. La burette graduée contient une solution titrante de permanganate de potassium de couleur caractéristique magenta. L'Erlenmeyer contient une solution aqueuse attitrée de sel de mort acidifié. Cette solution contient des ions Fer2, Fe2+. Le titrage colorimétrique fait intervenir une réaction d'oxydoréduction rapide, unique et totale entre les ions permanganate MnO4- et les ions Fer2, Fe2+. L'équation support du titrage s'obtient en sommant les deux demi-équations d'oxydoréduction préalablement ajustées et en multipliant chacune d'entre elles par le coefficient adapté de manière à ce que le nombre d'électrons cédés par le réducteur Fe2+, soit égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant MnO4-. À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs ont réagi dans les proportions stoichiométriques de l'équation support du titrage. On a donc N de MnO4- versé pour atteindre l'équivalence divisé par 1 est égal à N de Fe2+ initial divisé par 5, que l'on peut écrire sous la forme N de Fe2+ à l'état initial est égal à 5 fois N de MnO4- versé jusqu'à l'équivalence. La solution de permanganate de potassium se décolore au fur et à mesure de son ajout dans la solution d'ion Fe2+, car les ions MnO4- violets en défaut disparaissent pour laisser place aux ions Mn2+ incolores. On en déduit donc qu'avant l'équivalence, M de MnO4- versé divisé par 1 est inférieur strictement à N de Fe2+ initial divisé par 5. MnO4- est le réactif limitant, Fe2+ est le réactif en excès. On verse millilitre par millilitre la solution titrante tant que sa coloration s'estompe dans le milieu réactionnel. À l'équivalence, les ions MnO4- et Fe2+ sont dans les proportions stoichiométriques de l'équation de la réaction support du titrage. Ils sont tous les deux des réactifs limitants. À une goutte près en excès de solution titrante, on observe la persistance d'une coloration rose dans l'Erlenmeyer. On relève la valeur expérimentale du volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence, soit dans l'exemple à l'écran, 7,4 ml. Après l'équivalence, l'ion Fe2+ a été entièrement consommé. L'ajout progressif d'ion MnO4- colore de plus en plus la solution contenue dans l'Erlenmeyer. Après l'équivalence, on peut donc écrire que la quantité de matière en MnO4- versée est strictement supérieure à la quantité de matière en Fe2+ à l'état initial divisé par 5. MnO4- est donc le réactif en excès et Fe2+ a été entièrement consommé.
Les schémas à l'écran récapitulent les différents cas de figure rencontrés lors du titrage, à savoir avant, pendant ou après l'équivalence. La solution d'ion Fe2+, contenue dans l'Erlenmeyer a une concentration C1 inconnue et un volume V1 est égal à 50 ml. La solution de permanganate de potassium a une concentration C2 est égale à 2,010 puissance moins 2 mol par litre et son volume versé pour atteindre l'équivalence est V2E est égal à 7,4 ml. Comme nous l'avons vu précédemment, le fait qu'à l'équivalence les quantités de matière des réactifs soient introduites dans les proportions stoichiométriques de l'équation support du titrage permet de trouver facilement une relation entre elles. Celle-ci est rappelée à l'écran ainsi que celle qui en découle. Sachant que petit n est égal à C fois V, on peut exprimer facilement les quantités de matière en fonction des concentrations molaires volumiques en soluté apportées. L'application numérique conduit à N1 est égal à 7,4 puissance moins 4 mol et C1 est égal à 1,5 puissance moins 2 mol par litre. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin de regarder en détail l'exploitation de ce titrage. Lorsqu'un expérimentateur donné effectue plusieurs fois la mesure de la même grandeur physique ou chimique, il peut observer des résultats numériques différents, bien qu'en étant placé dans des conditions expérimentales strictement identiques. De la même manière, des expérimentateurs différents réalisant simultanément la mesure de la même grandeur physique ou chimique avec du matériel identique peuvent également trouver des résultats numériques différents. Dans les deux cas, on observe une erreur de répétabilité dont l'origine est souvent inconnue. D'une mesure à l'autre, l'erreur de répétabilité pouvant prendre une valeur différente est qualifiée d'aléatoire. Elle est évaluée par une méthode statistique, moyenne et écart-type. L'incertitude type associée à la mesure petit x d'une grandeur grand X est notée U de petit x. Elle est égale au quotient de l'écart-type sigma de n-1 associé à une série de petit n mesures xk indépendantes par racine carrée de n. La formule de l'incertitude type U de x et celle de l'écart-type sigma de n-1 sont rappelées à l'écran. L'incertitude de répétabilité ou de type A, notée UP de x, associée au mesurage d'une série de petit n mesures x indépendantes d'une grandeur grand X, est proportionnelle à l'incertitude type. UP de x est égal à Kp fois U de x avec Kp, facteur d'élargissement ou coefficient de student. Je vous donne à titre indicatif un extrait de la table des coefficients de student avec deux niveaux de confiance, 95% et 99%. Celui le plus couramment utilisé au laboratoire est le niveau de confiance valant 95%. On remarque que plus le nombre de mesures est grand, plus le coefficient de student est faible. On exprimera donc le résultat de la mesure sous la forme grand X est égal à valeur moyenne de x plus ou moins UP de x. Dans ce premier exemple, supposons qu'un élève réalise 3 titrages du même volume d'une même solution durant un laps de temps relativement court. Les volumes de solution titrante versés sont légèrement différents à chaque fois en raison de l'incertitude de répétabilité. La valeur moyenne de la solution titrante versée est de 7,4 ml et l'écart-type de 0,10 ml. À l'aide des formules rencontrées précédemment, on peut calculer l'incertitude liée aux 3 mesures, puis l'incertitude de répétabilité avec un niveau de confiance de 95%. Dans le cas de 3 mesures, le coefficient de student vaut 4,3. Finalement, le résultat s'exprimera sous la forme V indice 2 à l'équivalence est égal à 7,4 plus ou moins 0,3 ml avec un niveau de confiance de 95%. Dans ce deuxième exemple, 10 titrages d'un même volume d'une même solution attitrée sont simultanément réalisés par 10 élèves. Là encore, les volumes de solution titrante versés sont légèrement différents à chaque fois en raison de l'incertitude de répétabilité. La valeur moyenne de la solution titrante versée est de 7,4 ml et l'écart-type de 0,15 ml. Là encore, on peut calculer l'incertitude type et l'incertitude de répétabilité avec un niveau de confiance de 95% afin de présenter le résultat sous une forme adaptée. Le résultat s'exprimera ici sous la forme V2E est égal à 7,4 ml plus ou moins 0,1 ml avec un niveau de confiance de 95%. On remarque que l'augmentation du nombre de mesures a permis de réduire l'incertitude de répétabilité. Dans le cas d'une mesure unique, il est de facto impossible de calculer l'incertitude de répétabilité.
En revanche, on peut analyser les différentes sources d'erreurs possibles liées à l'appareil de mesure afin d'en tenir compte dans l'écriture du résultat. L'évaluation de l'incertitude de type B repose sur la connaissance de la loi de probabilité suivie par la grandeur que l'on souhaite mesurer. Elle est liée à l'appareil de mesure lui-même. Si on sait que les valeurs de la grandeur mesurée grand X sont comprises entre x moins a et x plus a, c'est-à-dire x plus ou moins a, le choix de la loi de probabilité dépendra de la nature de l'instrument de mesure utilisé. La résolution, notée petit r, telle que petit r est égal à 2 fois a d'un instrument de mesure, est le plus petit écart qu'il peut mesurer. La loi de probabilité pour un instrument à graduation sera considérée comme étant une loi normale. Dans ce cas, la résolution R vaudra 2A, l'écart type sigma sera égal à A sur 3, l'incertitude type U de x sera égale à R sur 6, et enfin, l'incertitude élargie rencontrée précédemment, UP de x, sera telle que UP de x est égal à Kp fois U de x. Le coefficient Kp dépendra du niveau de confiance souhaité. L'expression du résultat s'écrira alors sous la forme grand X est égal à petit x plus ou moins UP de x. Afin d'illustrer la notion d'incertitude sur une mesure unique de type B, étudions la lecture simple du volume à l'équivalence dans une burette graduée. Par hypothèse, on ne tiendra pas compte de la tolérance de la burette. La résolution de la burette et R est égale à 0,1 ml, cela correspond à la plus petite graduation de la burette. Pour un instrument à graduation obéissant à une loi normale de probabilité, l'incertitude type est U de V2E est égal à R sur 6, soit 1,7 10 puissance moins 2 ml. L'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% sera telle que UP de V2E est égal à 3,4 10 puissance moins 2 ml. On écrira donc le résultat sous la forme V2E est égal à 7,4 ml plus ou moins 3,4 10 puissance moins 2 ml. On peut également avoir une approche un peu plus qualitative et un peu moins calculatoire en estimant que la mesure du volume versé à l'équivalence lors d'un titrage colorimétrique se fait à plus ou moins une goutte près. Sachant que le volume moyen d'une goutte produite par une burette graduée est d'environ 0,050 ml, soit 5,010 puissance moins 2 ml, on peut exprimer le résultat sous la forme V2E est égal à 7,4 ml, plus ou moins 5,010 puissance moins 2 ml. Cela majore un peu l'incertitude de la mesure, mais dans des proportions acceptables. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les titrages colorimétriques d'oxydoréduction. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.